Bon, j'avais parlé de Michel Lebris. Passage obligé, hein. Je l'ai rencontré lorsque je faisais mon apprentissage à Toulon. L'après-midi, je faisais mes tournées vers les studios toulonnais. J'ai commencé par Saint-Jean-du-Var tout naturellement, chez lui, parce que le laboratoire était juste 2 rues au-dessus. Voilà, le Baffaron. Et ben, il n'a pas une vie facile, hein, Michel Lebris. Eh oui, les souvenirs remontent maintenant. Il a, il a vécu une enfance pas facile, il a été très discret là-dessus. Parce que quand je suis rentré la première fois dans son studio, magasin de photographie, euh, il avait 2 filles. À cette époque-là, je pense qu'elles avaient, je sais pas, 12, 13 ans, je ne me souviens plus trop. Une brune, enfin c'était 2 jumelles, une brune, Valérie, et une blonde, Nadège. Bon, c'était des jumelles, mais elles ne se ressemblaient pas. Et ben, elles étaient dynamiques, elles aidaient leur père, étaient tout seuls. Dans son studio, il faisait tout. De la cave au grenier. Il montait, au laboratoire, là où il travaillait, développait ses photographies en couleur. Parce que le noir et blanc, c'est moi qui en étais chargé. Il ne le faisait pas, le noir et blanc. Il faisait la couleur. Bon, il s'était bloqué sur la couleur. Bon, c'était plus avantageux financièrement, certainement. Et puis après, les tirages des amateurs qui amenaient leur pellicule, bon, ben, c'était nous qui le développions. Ça passait à la tireuse, automatique. Bon. Enfin, moi, j'étais à l'agrandisseur, c'était différent. Hein, c'était pour les tirages plus sophistiqués, je dirais, quoi. Voilà, bon, bref, un peu plus cher. Et, euh, il était, je me souviens, euh, il, il m'avait raconté plus tard, hein, qu'il avait fait la guerre d'Indochine. Il s'était engagé à 16 ans. Il a fait croire qu'il en avait 18 pour fuir sa famille. Il en avait ras-le-bol, lui aussi. Il était parti faire la guerre pour la France. Ouais. Et là-bas, ben, il m'a pas trop raconté quand même, parce que un soldat qui fait la guerre, il raconte rien. C'est tellement traumatisant. Et il regarde pas de films de guerre non plus. Hein. Ça, c'est pour ceux qui l'ont pas fait. Hein. Je comprends. Et il avait appris là-bas l'optique, la photographie, la pharmacologie aussi. Il était devenu infirmier, militaire. Il avait appris ça sur le tas, comme ça. Hein. Il n'avait pas de bac, lui. Il n'a pas fait école de médecine, une école d'infirmier. Non, il avait de la valeur. Hein. Tiens, moi, j'étais impressionné. Hein. Euh, parce que moi, j'avais rien, bon, comme lui, quoi. Pas grand-chose. M'en fous. Et il était revenu de là-bas avec tout ce bagage, toute cette expérience. Et physiquement, il était petit, sec et nerveux. Et toujours tourmenté, inquiet, comme ça. Je ne l'ai jamais vu rire. Franchement. Sourire, de temps en temps. Il était marqué, hein. Il y avait quelque chose derrière. Hein. Bon. Il ressemblait à un Vietnamien. Il avait la peau mate, hein, les yeux plissés, presque bridés. Par le soleil de là-bas. Ça doit être terrible. Il me racontait. Il n'a pas besoin de lunettes, lui, hein. Bon, ça, j'en parlerai la prochaine fois. Enfin, on verra, je sais pas. Bon, bref. Ça peut énerver des gens. Euh, et il avait un petit bouc à la Ho Chi Minh.
Eh oui, forcément. Et il avait toujours une bouffarde à la bouche. Il la quittait jamais, sauf pour manger ou dormir. Il se soignait avec de l'homéopathie, exclusivement. Il en prenait pratiquement tous les jours. Il disait qu'il avait un foie un peu fatigué, à cause de la nivaquine qu'il avait dû ingurgiter de force à l'armée. Le paludisme, c'est qu'il y en a là-bas des moustiques, hein. Et puis c'est pas des petits, hein. C'est pas comme chez nous. C'est comme Haïti. C'est des hélicoptères. Non, je rigole. Euh, bon. Et bon, j'ai travaillé avec lui, hein. À ce moment-là, quand je le rencontrais, je travaillais. Après, quand j'ai fini mon apprentissage, il est venu le temps du service militaire. Eh oui, il a fallu donner 365 jours à la France pour la patrie, pour la défendre. La défendre de quoi? Je sais pas. L'ennemi, il est plutôt à l'intérieur, non? C'est pas une pensée anarchiste, ça? Ouh là là, faut que je fasse attention, hein. Attention, Patrick, hein, tu files du mauvais coton, hein? Eh oui, c'est bien. Eh oui, l'anarchie, c'est très bien. C'est peut-être la seule chose de bien, d'ailleurs. Mais les gens, est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe dedans, ce qu'ils savent que ça veut dire? Le libertaire, l'anarchisme? Eh non. La propagande, toujours la propagande. Les bombes, oula, où ça fait peur. Non, il n'y a pas que ça. Bon, enfin, ça c'est un autre sujet. Avec Robert, on en a parlé maintes et maintes fois. Bon. Et May aussi, je l'oublie pas, hein, René Petrucciani, hein, il est vrai aussi là-dedans, il est toujours, je pense encore, même vieillissant. Il donnait encore des concerts, même âgé. Je l'ai lu quelque part, sur un blog. C'est bien, c'est très bien. Eh oui, il est vieux, mais il fait quelque chose, lui. Il reste pas dans le canapé, avec la télécommande, à râler. Eh oui, ah, tu comprends maintenant, hein? Ben oui, eh ben voilà, t'as compris. Bon. Ben après, bon, ben l'Aubry. J'étais au service militaire. Bon, je suis allé en Corse. Base aérienne, Solenzara. Avec les Corses. Très bien. Les Corses. Bon. C'est des gens. Ben, ils sont solides, hein, ils sont fraternels, hein. Je donnerai pas de détails, mais j'ai passé des moments superbes avec eux. Et puis, la Corse, c'est un pays magnifique. C'est beau. C'est sauvage encore. Il y a des gens là-bas qui portent encore leurs couilles, hein. Ah ouais, pas comme ici. Oh là là. Dès qu'il y a un truc qui va pas, on tourne la tête. Ouais, j'ai rien vu. Ouais, c'est ça, t'as rien vu. Ah ouais, c'est comme Rimbaud, ouais. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Bon, bref. Et bah, en Corse, bah, j'ai rencontré bah, deux personnes, hein. Bon, enfin, on s'est retrouvés à la fin, quand on a été muté. À la sécurité sociale et militaire à Toulon, parce qu'il manquait de personnel. Donc nous, on a pris le Transal. Et on s'est fourré dedans, 5 heures du matin. Et là, on s'est regardé, on dit putain, pourquoi on nous envoie là-bas? Et j'ai compris, parce qu'on était Toulonnais, il fallait qu'on se loge nous-mêmes. Il n'y avait pas de place à la caserne. Alors, ben, on est retourné dans les foyers parentaux. Et puis, j'ai rencontré Patrick. Patrick Cordon. J'en parlerai plus tard, je ferai quelque chose sur lui. Il est mort, malheureusement. C'est incroyable. Comme disait Léo Ferré, on vit toujours avec des morts, hein. Ça, c'est bien vrai, hein. Pas le temps de se connaître, hein, de s'habituer. Et puis le temps passe. Et puis il est plus là. Oh là là. Et puis le Bernard aussi, bon, lui j'en ai déjà parlé, je vais pas en reparler. C'est pas intéressant. Euh, et puis je suis revenu. Et quand je suis revenu à mon travail, photomacolor, j'ai M. Massabo. Il m'a dit, désolé Patrick, hein, la place est déjà prise, hein, j'ai pris un autre apprenti. Bon, ben, je dis, bon, ben, d'accord, hein. Il était gêné. Bon, ben, c'est comme ça, c'est le travail, c'est le milieu du travail. Voilà, c'est comme ça. Bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pointé au chômage, comme tout le monde. J'ai été tranquille pendant 1 an et demi, 2 ans.
Mais tranquille. Mais j'ai pas arrêté de bosser, moi. Eh ouais, je suis pas un branleur, comme certains le pensaient, à Toulon. Hum. Donc j'ai travaillé chez Lobry, bénévolement. Parce que je savais que il allait m'apprendre plein de choses. Un type pareil, c'est terrible dans la vie. On n'en rencontre pas tous les jours. Il m'a appris l'imprimerie, à imprimer, petitement, hein. On a imprimé. On a imprimé des textes avec un système particulier de typon, photographique et chimique. On a imprimé des affiches aussi pour des peintres qu'il a exposés dans sa galerie de hier, notamment un peintre qui s'appelait Dutertre, puis aussi une autre Dolphimabili, enfin des noms comme ça. Bon. Et puis il m'a appris l'encadrement. Il m'a appris à fabriquer des châssis pour tendre des toiles. Parce que lui, il faisait des photographies, et c'était à la mode à l'époque. Il faisait des photographies qui étaient marouflées sur des toiles. On le faisait ensemble, on les dépiotait, on en collait la toile et on marouflait, et on tendait. Et après, un petit coup de vernis, un peu en matière. Et puis voilà. Bon, tiens, la cloche sonne. À la chapelle. Eh oui, la chapelle de Sainte-Anne, du Castellet. Eh oui, encore une drôle d'histoire, ça. Bon, pour ceux qui s'intéressent, bon, voilà, je ne sais pas en parler, je sais pas comment. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, voilà. Des photographies, et puis les encadrements. Et puis on avait le projet de créer une galerie à Toulon, près de la place Puget, de partager le lieu en deux, lui, portrait d'art photographique, comme José Mange d'ailleurs, à son époque, ceux qui le connaissent le savent, ceux qui ont lu, et aussi, moi, un atelier de portrait. Et j'avais commencé à portraiturer un peu tout le monde. Je m'étais fait la main. J'avais portraituré Michel Lobry. Je l'avais peint comme Van Gogh. Je m'étais inspiré. Un fond bleu, étoilé, et lui au centre, avec une chevelure un peu jaune. Un peu inspiré du portrait de Eugène Blot. Bon, ça sortait pas mal, hein. Il était content, il a gardé. Et puis, j'ai portraituré ses deux filles aussi. Nadège et Valérie. Et ils ont gardé, je pense, hein, j'espère pour elles, souvenir, comme ça. Bon, sinon, si ça peut boucher le trou du poulailler, hein, c'est pas grave, hein. D'autres l'ont fait, hein. Eh oui. Eh oui. Comme Manguin, quand il a fait son service militaire. Il est passé à Aix-en-Provence, voir Cézanne. Puis un jour, il s'est arrêté, quelque part. Quelqu'un, une ferme. Et il avait un tableau dans le poulailler. Il a dit, c'est quoi ce truc-là? Il a demandé à la personne, je peux le prendre? C'était un portrait de Van Gogh. Qu'est-ce qu'il foutait là? On ne sait pas. Bon, bref. Il avait atterri là, quoi. Pff, voilà, le respect. Bon, bref. Et puis la connaissance. Et voilà, j'avais fait ces portraits. Alors, je fabriquais mes pigments, hein. J'avais rencontré un droguiste à Saint-Jean-du-Var. Il m'a vu arriver dans ma jeunesse, comme ça. Je voudrais acheter un mortier, s'il vous plaît. Ah oui. Ah, un mortier? Pourquoi faire? Ah oui, c'est pour broyer des pigments. Ah oui, c'était inattendu, hein, à cette époque-là, dans les années 70. Hein. Voilà. Il me l'a donné. Et les pigments aussi. Tout gratuit, tout content de voir un jeune qui voulait faire quelque chose de sa vie, dans l'art. Et j'ai broyé mes pigments, j'ai fait mes peintures. Et ces portraits, ils ont été peints avec ces pigments broyés. Mais pourtant, j'avais des tubes à côté, j'aurais pu faire autre chose. Non, lui, je voulais le faire véritablement, comme les anciens. Voilà. Bon, après, j'ai arrêté. On a fait d'autres choses. On a monté la galerie ailleurs, où je l'ai évoqué dans une précédente vidéo. On a fait des expositions avec des peintres, des poètes,
Robert Vitton, notamment. J'en avais déjà parlé. Puis les autres. Bon, les autres, cassaient pas des briques. Hein. Moi, le vers libre, hein, c'est pas trop ma tasse de thé. Hein. Une belle prose, d'accord. Mais je sais pas, le vers libre. Ou alors, il faut vraiment qu'à l'intérieur, ça arrache, quoi. Ça remue les tripes. La versification, c'est plus beau quand même, la musique, hein, le rythme. Bon, enfin, ça c'est encore tout un truc que je sais même pas si j'ai le droit d'en parler parce que je, je n'écris pas, mais je ressens. Et puis Robert Vitton, il m'a expliqué. Il, il m'a dit comment ça marchait. Les mots qui se frottent entre eux, la trituration. Des fois, il passe 4 5 ans à faire une rime, à la trouver. Il nous l'a dit, ça. Je suis au courant. Alors, hein, les gens, hein, avant de tirer un livre hein, et rentrer dedans, hein, ben, accrochez-vous. Hein. Ben, c'est comme la peinture, c'est pareil. Comme le dessin. Ça s'apprend, ça s'éduque. Mais pas comme ça. Par l'opération du Saint-Esprit. Eh oui. Faut regarder les maîtres, les anciens, ceux qui sont passés avant nous, ceux qui ont essuyé les plâtres aussi. Et voilà, c'est comme ça qu'on perpétue la tradition. Eh oui, bande de cons. Bon, voilà, ça j'ai dit, voilà. Bon, voilà, l'Aubry, il y en a beaucoup à raconter. Je crois que je vais faire plusieurs sessions. Hein. Et je sais pas si j'ai le droit d'en parler d'ailleurs. Hein. Bon. Bon, peut-être la prochaine fois, je sais pas. J'hésite. Par pudeur. Parce qu'il a souffert. Hein. Et je suis respectueux, même si on se voit plus. Bon, à un moment donné, il en avait marre aussi de hier. Et il a vendu, il a bâché. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas la clientèle qu'il faut? La province. Pff, la province. Ouais, c'est bien. Il y a des beaux musées ici, attention. Hein. Mais alors, le vivant, hein, le bipède, là, oh là là, c'est terrible. Hein. À Paris, c'est Paris. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Je comprends pourquoi Robert, il est parti. Hein. Et moi, j'y serais resté longtemps. Hein, si on n'avait pas foutu dehors. Ah oui. Ah, t'es bien tranquille maintenant. Hein. Papa, maman, hein, le cul bien planté. Hein. Eh oui. Les sports nautiques. Le hippisme. Eh ouais, il manque plus que le hara, quoi. Allez, c'est bon. Bah, allez. Ah, il n'y a pas d'erreur là, mais bon, il faut quand même définir les choses. C'est incroyable, ces gens-là. Ils comprennent rien, quoi. Bon. Et puis, je sais plus de quoi je parlais là. Tellement de choses qui s'entrechoquent dans ma tête. Oh là là. Et mettre à plat, c'est pas facile. Hein. Eh ouais. Je prends pas de notes, moi j'écris pas. Ça vient dans la caboche. Eh oui. Bon, écoutez, là, je vais arrêter là. Je reprendrai. Il y aura une confession, Michel Aubry, numéro 2 à venir. Parce que là, je perds un peu le fil. Il y a trop de choses à dire.